Tout d'abord, Fabien Elie, peut-on présenter votre société DocaPost, devenue l'un des leaders en confiance numérique? Alors, DocaPost, en fait, c'est un acteur effectivement référent de la confiance numérique aujourd'hui, contrairement à pas mal de branches de la maison mère La Poste qui proposent des services aux particuliers en B2C. DocaPost est une entreprise B2B dont les clients sont eux-mêmes des entreprises qui proposent à ses clients des solutions numériques qui s'appuient sur un certain nombre de principes, de fondamentaux autour de la souveraineté, de la sécurité des transactions et de la sécurité sur le stockage des données et qui s'appuie également sur un certain nombre de certifications par des autorités référentes sur le marché qui attestent que nos solutions sont conformes à la réglementation et respectent les principes de la confiance numérique. Alors, DocaPost conçoit et développe des solutions logicielles pour sécuriser les échanges et dématérialiser les process à destination des entreprises. Quels sont les principaux risques auxquels ces dernières sont confrontées dans le domaine du numérique? Alors aujourd'hui, avec l'explosion effectivement des usages autour du numérique, les principaux risques en fait sont liés aux problématiques de sécurité au sens large. Dans sécurité, j'entends évidemment tous les sujets de fuite de données ou de manipulation de données à des fins malveillantes. Je suis moi-même en charge de sujets autour de la vérification d'identité dans toutes les transactions numériques aujourd'hui où on doit s'identifier pour pouvoir accéder à un service. On s'expose à des risques d'usurpation d'identité ou de captation des données personnelles à des fins malveillantes. Donc ça, c'est un risque avéré. Et puis ensuite, il y a tous les risques cyber au sens un peu plus classique du terme, qui sont liés potentiellement à des failles du système d'information ou à des attaques qui visent à faire tomber un service ou à saturer un réseau, par exemple, pour pouvoir nuire à l'entreprise. Donc ce sont tous ces risques-là, en fait, auxquels sont exposés nos clients. Et personnellement, vous dirigez donc le service vérification d'identité, biométrie et intelligence artificielle. Quelles sont les principales missions de ce service? Alors les principales missions en fait consistent à proposer à nos clients des solutions qui leur permettent de sécuriser l'identification de leurs usagers avec un niveau de sécurité associé au niveau de risque qui correspond à leur cas d'usage ou au contexte métier dans lequel elles évoluent. Donc on va proposer en fait des niveaux de sécurité graduels selon la typologie de l'activité des clients. Par exemple, lorsqu'on s'adresse à une banque sur la partie identification d'un futur client qui va ouvrir un compte et qui va souscrire à des services bancaires, on va proposer un niveau de sécurité qui sera le plus élevé en matière de vérification d'identité et qui sera supérieur à celui qu'on proposera, par exemple, à un acteur de l'immobilier qui a besoin pour la gestion de ses dossiers clients d'identifier aussi ses clients, mais où les enjeux sont moindres que dans le cadre de l'ouverture d'un compte en banque. Vous proposez également des solutions en matière de signature électronique. Quelles sont les professions qui utilisent aujourd'hui de plus en plus ces solutions? Sur la signature électronique, en fait, on a vraiment toute typologie de clients, qu'il s'agisse de grands comptes ou d'entreprises de taille plus modeste. Et en termes de contexte métier, on adresse vraiment tous les secteurs, puisqu'en fait, aujourd'hui, tous les secteurs sont impactés par le numérique. Donc, typiquement, le secteur bancaire fait partie des clients significatifs en termes de signature électronique. On travaille aussi pas mal avec des professions réglementées, par exemple les notaires. On va travailler avec des acteurs du secteur tertiaire qui vont proposer des souscriptions à des abonnements divers et variés. Donc, par exemple, des souscriptions à des abonnements à des chaînes de télévision payantes, des souscriptions à des abonnements dans le domaine du transport. Donc, tout ce qui fait intervenir de la souscription et qui est dématérialisé, qui peut se faire sous forme numérique, embarque de la signature électronique. Et aujourd'hui, quelle est la position de DocaPost sur ce marché? C'est vraiment un acteur majeur du marché. Oui, absolument. On est leader sur le marché. On a notamment racheté il y a 2-3 ans maintenant l'activité signature électronique d'Idemia qui s'appelle Trust & Sign et on a rationalisé nos offres de signature électronique, donc les offres historiques de DocaPost et celles qui sont issues de la croissance externe. Et donc aujourd'hui, on est un acteur de poids effectivement sur ce marché-là. Ouais.
Aujourd'hui, l'utilisation massive du numérique multiplie-t-elle les risques d'usurpation d'identité? Oui, oui, tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, alors de par effectivement l'explosion des usages numériques où maintenant dans la majorité des transactions, en fait, on a besoin d'identifier un utilisateur avant de lui donner accès à un service. Donc l'étape d'identification devient une étape obligatoire et donc est exposée à des risques. Et par ailleurs, on est exposé à des risques qui sont liés à l'ingéniosité des hackers et aux technos liés à l'intelligence artificielle, avec l'explosion de tout ce qui est deepfake, création de faux visages qui ont l'air plus vrais que nature, ou capacité à venir superposer sur un visage existant le vrai visage d'une autre personne pour se faire passer pour elle. Donc en fait, c'est à la fois le développement des usages du numérique, pour lequel l'identification est vraiment une étape inhérente à ces processus-là, et par ailleurs l'évolution des technologies qui induisent du risque sur cette partie-là. Les technologies biométriques jouent-elles encore un grand rôle en matière de sécurité numérique? Oui, oui, même un rôle qui a plutôt tendance à se développer, avec d'ailleurs pas mal de cadrage autour de ces sujets-là qui sont effectués par le régulateur. Il y a une grande vigilance de la CNIL, de l'ARCOM, d'acteurs de ce type-là pour éviter les dérives en la matière. Mais effectivement, c'est un domaine qui apporte un plus en termes de sécurité parce qu'il offre des moyens de contrôle qui permettent de s'assurer de l'identité d'une personne plus fiable qu'une méthode déclarative ou une méthode basée simplement sur des données non biométriques. Et au sein de Docapos, vous avez beaucoup œuvré pour accélérer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Dans quelle mesure l'IA peut-elle aider à sécuriser les échanges et à se prémunir des risques cyber? En fait, il faut voir l'IA comme un outil d'aide à la décision pour l'humain, donc en particulier dans le domaine cyber. Typiquement, si je reprends l'exemple de la vérification d'identité, on a mis en place un dispositif qui utilise à la fois de l'intelligence artificielle pour faire un certain nombre de contrôles en amont et des opérateurs humains qui sont formés à valider l'identité d'une personne, donc à la fois sur la vérification de l'authenticité de sa pièce d'identité et sur le visage à proprement parler de la personne. Et c'est vraiment l'association des deux qui permet de garantir le niveau de sécurité. Donc ça, c'est un exemple concret d'utilisation de l'IA comme un outil d'aide à la décision pour l'opérateur qui a le dernier mot en fin de processus pour valider l'identité, mais qui est quand même un outil très aidant pour pouvoir en fait sécuriser sa vérification. Par ailleurs, la cybersécurité constitue l'une des thématiques majeures du pôle de compétitivité SCS dont vous assurez la présidence. Quelles actions mène le pôle SCS dans ce domaine, notamment pour accompagner les TPE-PME à bien appréhender les problèmes liés à la cybersécurité? Effectivement, on mène un certain nombre d'actions pour les accompagner. En particulier, le pôle SCS propose des prestations d'accompagnement en termes de diagnostic cyber pour les TPE-PME. Et suite à ces missions d'audit de diagnostic cyber, propose également de la mise en relation avec des acteurs membres du pôle de la cyber qui sont en capacité d'accompagner ces TPE-PME pour mettre en place des plans d'action ou des contre-mesures liées à la sécurisation de leurs solutions ou de leur système d'information. Donc c'est à la fois du conseil, de l'accompagnement et de la mise à disposition de moyens humains et matériels pour pouvoir les aider dans ce domaine-là. Outre Docapos, quels sont les acteurs majeurs qui œuvrent dans ce domaine au sein de la Technopole de Sophia Antipolis et plus largement au sein du pôle SCS? Au niveau des acteurs sur la Technopole, on va retrouver des acteurs comme Amadeus, comme Thales, qui sont des acteurs historiques en la matière. Alors avec un positionnement qui diffère un petit peu et qui est lié au marché adressé et à leur histoire. Un Thales, typiquement, qui travaille beaucoup avec la défense, va être beaucoup sur des problématiques de cyberdéfense. Un Amadeus va être davantage dans la sécurité des transactions liées à son activité de développement de plateformes de réservation. Donc tout ça est fortement corrélé en fait à l'activité métier de l'entreprise. Ça c'est vraiment sur la Technopole. Et puis on va trouver aussi des acteurs un petit peu plus petits, des PME, TPE aussi, qui sont également déployés sur le territoire. Alors actuellement, les pôles de compétitivité sont engagés dans la phase 5 de leur existence. Comment ça se passe pour le pôle SCS?
Alors ça se passe bien, on a été revalidé effectivement sur la phase 5 et par ailleurs on est en phase d'extension puisque on a opéré un rapprochement, alors je peux le dire puisque c'est maintenant officiel, on a opéré un rapprochement avec un autre pôle de compétitivité qui est le pôle Optitech, l'objectif étant de créer un pôle Deep Tech avec un rayonnement plus important pour élargir à la fois notre base d'adhérents et élargir également notre périmètre d'intervention. On a identifié qu'il y avait des complémentarités extrêmement intéressantes entre les acteurs de l'optique au sens large, qui travaillent typiquement sur des sujets de capteurs par exemple, et les activités historiques de SCS en matière de systèmes d'information et de sécurité numérique. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir proposer vraiment un positionnement de bout en bout avec une vision un peu systémique qui englobe l'ensemble de la chaîne. On est plus que jamais un pôle qui compte puisque non seulement on a été labellisé, mais en plus on va élargir notre base d'adhérents et notre périmètre d'activité et donc devenir un pôle numérique de référence au niveau national une fois que ce rapprochement sera entériné. Donc c'est bien engagé. On a déjà fait évoluer nos statuts pour prendre en compte l'intégration d'Optitech et opérer déjà aussi un certain nombre d'actions au niveau opérationnel pour le pilotage de cette nouvelle entité. Le regroupement sera finalisé à quelle échéance ? Il sera complètement annoncé à l'Assemblée générale 2024 au mois de juin. D'accord. Un autre dossier majeur du pôle SS concerne le projet Move2 Digital. Où en est-il et quelles sont les implications, notamment dans le domaine de la cybersécurité ? Oui, tout à fait. Donc, ce projet-là a démarré avec un petit peu de retard, mais maintenant sur les rails. Donc, c'est un projet qui a la spécificité, en fait, d'associer différents pôles de compétitivité, les principaux acteurs académiques de la région et puis les entreprises de l'écosystème. Aujourd'hui, les premiers chantiers ont démarré et effectivement, ils prévoient notamment à travers une plateforme ad hoc qui va être implémentée dans le cadre du projet, d'offrir un terrain d'expérimentation pour les acteurs de l'écosystème en termes de cybersécurité. Donc une plateforme sur laquelle typiquement des acteurs de l'IoT par exemple pourront venir tester des équipements, les mettre à l'épreuve d'attaques cyber pour pouvoir les sécuriser, les rendre plus robustes. Comment ce hub d'innovation digitale accompagne-t-il les entreprises dans l'adoption de technologies numériques fiables ? En fait, l'objectif, c'est d'associer à la fois la dimension théorique et la dimension pratique. Donc, parmi les chantiers qui sont identifiés dans ce projet-là, il y a tout un volet formation qui permet d'accompagner les entreprises justement et de les sensibiliser sur les sujets qui sont embarqués dans le cadre du projet. Et puis après, il y a tout le volet terrain d'expérimentation avec, par exemple, la plateforme que j'évoquais juste avant. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir les accompagner sur la base de prestations de formation, de prestations intellectuelles et de pouvoir illustrer ça à travers des cas pratiques qui seront implémentés sur les différentes plateformes intégrées au projet.